C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres du journal. Séance plénière à l'Assemblée nationale. Les députés examinent la proposition de loi portant cadre juridique et cadre partenariat public-privé en République du Bénin. La séance lancée au démarré hier lundi se poursuit à l'heure actuelle au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Séance de municipalité dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Georges Bada et ses conseillers ont choisi cette fois-ci l'arrondissement de Wedo pour cette rencontre. Et puis Côte d'Ivoire, un témoin a accusé l'ex-première dame Simone Gbagbo d'avoir distribué des armes. C'était au cours de son procès qui a repris ce lundi à Abidjan. Voilà les grandes articulations de cette édition. Merci d'être avec nous. Les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les infos sur Eden Télévision. On démarre par les nouvelles à l'Assemblée nationale où les députés ont effectué une séance plénière ce lundi. Au cours de la dite séance, ils ont examiné le premier point à l'ordre du jour, à savoir la proposition de loi portant cadre juridique et partenariat public-privé en République du Bénin. Cette proposition est l'initiative du député Jean-Michel Abimbola et de 15 autres de ses collègues. Après le rapport de la commission de plan, les députés sont intervenus dans le débat général pour exprimer leur point de vue avant d'aborder l'étape de l'étude de l'article article par article. Au total, 15 titres à examiner pour finaliser la loi sur le partenariat public et privé dont l'étude se poursuit en plénière ce mardi à l'hémicycle. Écoutons à présent les réactions de quelques parlementaires au cours de cette séance de lundi. Pour tout développement, la place et le rôle du privé sont véritablement primordiales. Il y a question de voir dans la proposition, dans la formulation des articles, la manière de faire en sorte que le texte puisse répondre aux aspirations. Parce qu'on a beau avoir un bon texte, lorsque ce n'est pas bien appliqué, les objectifs ne pourront pas véritablement être atteints. Le chemin est certainement dans les PPP. 26 ans après le libéralisme économique adopté à la conférence nationale, si on s'aperçoit que le faible taux d'investissement privé a un fin qui s'appelle le PPP, l'absence donc de cadre juridique pour encadrer le PPP, c'est tant mieux et donc c'est vraiment à saluer. Eh bien, il faut donc aller en prenant donc assez de précautions, comme l'a dit quelqu'un, que le PPP que nous sommes en train de nous vanter, qui apparaît comme la panacée, il faut faire en sorte donc que cela ne soit pas le pillage du public par le privé. Je voudrais aussi saluer la démarche que le Parlement a utilisée, qui est passée par l'atelier, et qui permet de clarifier un certain nombre de concepts, parce que de façon abusive, le thème ou le concept partenariat public-privé a été utilisé chez nous sans qu'on ne connaisse vraiment le contour. Il y a eu des investissements qui ont été faits et par le passé, on a parlé de partenariat public-privé alors qu'en réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc, je crois qu'une loi vient maintenant et il faudrait que nous nous réunissions tous pour que l'application soit une réalité chez nous. Séance de municipalité dans la commune d'Abomey-Calavi. La séance de ce lundi 10 octobre s'est tenue dans l'arrondissement de Wedo en présence du maire Georges Bada et de ses conseillers Horacia Diodi et Denis Maroya pour le compte rendu. La réunion tournante de municipalité initiée par le maire Georges Bada a pour objectif de permettre aux populations de chaque arrondissement de dénoncer les problèmes qui freinent le développement de leur localité. Ici à Wedo, outre les difficultés énumérées dans les autres arrondissements, les élus locaux ont mis un accent particulier sur les problèmes liés au lotissement et à l'impraticabilité des voies d'accès. Nous avons le problème de lotissement, c'est-à-dire les présumés propriétaires aujourd'hui veulent voir la réalité des lotissements pour vraiment en faire de ce qu'ils veulent avec leurs parcelles. Les établissements qui vraiment se trouvent aujourd'hui sans enseignants. Il y a un manque de classes pour les apprenants. Nous avons les problèmes des voies d'accès. Les voies d'accès ne sont pas du tout
favorable pour les habitants. Après ça, nous avons également le marché de Wedo qui aujourd'hui est dans un état d'encombrement et nécessite l'ouverture d'un marché central. Des difficultés auxquelles le maire n'est pas resté insensible, il promet déjà des actions imminentes pour les résorber. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le chef d'arrondissement sur les multiples doléances et nous avons tous vécu, nous l'avons vu, nous ne nous ferons pas le raconter la souffrance que vous avez à quitter Pota pour vous rendre à Wedo. Tout ça, je crois que l'État central nous l'a promis et nous, en ce qui nous concerne, État décentralisé, nous ferons en sorte que les travaux annoncés du tronçon Révier, Wedo, Toba et Calavi puissent réellement voir le jour avant la fin de cette année. Cette avant-dernière séance de municipalité tournante a connu la présence de tout le conseil communal d'Abomey et Calavi et la prochaine réunion aura lieu dans l'arrondissement de Kpanhou. Parlons éducation à présent. Le journal des étudiants, Le Héros, a procédé ce lundi au lancement de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées du Bénin. Cette plateforme est un outil mis à la disposition des nouveaux bacheliers pour faciliter leur choix de formation au niveau des centres de formation publics et privés de notre pays et la mise à leur disposition également des bourses de formation. Le point avec Laurent Roland, Tony Kess, Ibrahim Oronam et Damien Pedro. L'étudiant béninois et le projet professionnel personnel, c'est le thème au cœur du lancement de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées. Cette initiative vient remplacer la journée d'orientation organisée depuis 2006 par le journal des étudiants Le Héros. Nous avons remarqué qu'après l'obtention du premier diplôme universitaire qui est le baccalauréat, les étudiants se dirigent en masse vers des formations qui ne sont pas pourvoyeurs d'emploi dans des secteurs saturés. L'objectif de cette plateforme est d'aider les nouveaux bacheliers et les étudiants à connaître les secteurs pourvoyeurs d'emploi et de devises, mais aussi à connaître les critères pour une bonne orientation. L'orientation des jeunes bacheliers et des étudiants constitue une préoccupation majeure de l'Agence nationale pour l'emploi. De ce fait, elle devrait entrer en ligne de compte des réformes envisagées à court terme par le directeur de l'ANPE. Des changements notoires vont intervenir dans les programmes de l'ANPE. Ces changements, l'un de ces changements fondamentaux seront axés sur l'orientation, parce que nous avons compris qu'il faut vous orienter, qu'il faut vous dire les opportunités qu'il y a avant que vous ne vous engagiez dans le choix des options de formation. Et nous allons donc ouvrir un département sur l'orientation qui viendra régulièrement ici à l'université et dans les autres également pour parler avec les jeunes bacheliers, pour parler avec les étudiants du choix des options de formation afin qu'ils soient suffisamment informés. Parce que seul celui qui est informé peut prendre de bonnes décisions. Lorsqu'on n'est pas informé, lorsqu'on n'a pas l'information, on se trompe. La mise en place de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées, appréciée à juste titre par les jeunes bacheliers, sera accompagnée par les autorités rectorales qui, visiblement, sont disposées à aider les étudiants à mieux trouver leur voie. Cette première édition d'installation d'une plateforme d'orientation et d'information des étudiants est bienvenue dans notre université et ne peut être accompagnée par le rectorat. Au cours des activités de cette plateforme, des guides d'orientation et des bourses de formation dans les universités privées seront mises à la disposition des nouveaux bacheliers.
On reste dans le secteur de l'éducation pour parler cette fois-ci des préoccupations ou de la préoccupation majeure des acteurs du secteur quelques jours seulement après la reprise des cours. Comment améliorer les taux de réussite aux prochains examens nationaux? Ibrahim Ourounam, Damien Pidro se sont intéressés à la question. Je m'appelle Somadago Fiacre. Fiacre est élève au CM2, cours moyen deuxième année au complexe scolaire Bégamin Sud. Fini les vacances, c'est désormais la rentrée. Place au travail et Fiacre se dit confiant. Oui, je suis prêt pour avoir le CP. Comme lui, ils sont nombreux à être conscients du faible taux de réussite obtenu aux derniers examens nationaux. Et pour renverser la tendance, ils ont leur petit secret. Arrivé à l'école, je dois apprendre mes leçons. Je dois réciter mes leçons au maître ou bien au directeur. Je dois travailler pour être le premier avant d'aller au CP. Quand je vais à la maison, je prends mon cahier. Et pour réciter les leçons qu'on a faites dans la journée. Je dois apprendre mes cours, faire mes exercices, avoir tous mes documents à ma disposition, travailler, ne pas bavarder en classe, ne pas rater les cours et suivre les conseils des professeurs. Il faut que je me donne au travail, avoir tous les documents à ma disposition et suivre bien en salle. Et puis écouter bien ce que le prof dit pour pouvoir passer à mon examen. Promesse de réussite donc de la part des élèves et écoliers. Du côté des enseignants, les dispositions sont prises pour les y accompagner. Les dispositions que nous prenons, vous avez vu ici à Bégamin, très tôt, le premier jour de la rentrée, nous on a commencé les cours. Les cours sont commencés le premier jour de la rentrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le temps d'apprentissage qu'il ne faut pas charcuter. J'ai fait un retour au secondaire. Cette rentrée, j'ai pris quelques classes de terminale A, B, pour enseigner le français. C'est déjà le premier pas que j'ai fait. Pour ces enseignants, certains parents d'élèves sont en partie responsables de l'échec de leurs enfants. Mais ils interpellent les autorités quant au système éducatif. Quant aux parents, si les enfants échouent aujourd'hui, c'est un peu leur faute, chacun de sa part. Si déjà à la maison, l'enfant ne sait pas qu'il faut se réveiller assez tôt, faire son lit, faire la vaisselle, faire la lessive soi-même, balayer sa chambre. Je pense que le bien faire à la maison amène à bien faire à l'école. Donc les travaux domestiques, ne plus les confier aux bonnes, aux boys. Retournons à la révision du système éducatif. Les programmes doivent être révisés, les manuels doivent être revus. Chaque acteur à son niveau doit travailler. Et je vous assure, monsieur le journaliste, ce n'est pas pour demain, il y a du travail. Mais commençons quand même. Que tous les acteurs fassent un focus sur l'apprenant et que l'apprenant, de manière à ce que l'apprenant puisse élever son niveau de conscience. Parce que vous savez, par exemple, le rapport aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux n'est pas le même d'hier à aujourd'hui. Et donc c'est déjà ça un premier défi en termes de niveau d'exposition et de déconcentration des apprenants aujourd'hui. Avec la volonté affichée des apprenants, soutenus par leurs parents et l'engagement des enseignants, on peut déjà espérer que les fruits tiendront en fin d'année. La promesse des fleurs. Info hors du Bénin sur un total de 15 juges soupçonnés dans une affaire de corruption. 7 ont été arrêtés au cours du week-end au Nigeria. Les autorités fédérales affirment avoir saisi 800 000 $ lors de descentes au domicile de magistrats à travers tout le pays, basées sur des allégations et des fautes professionnelles de la part de certains juges. À cet effet, les juges nigérians vont se réunir ce mardi pour évoquer l'arrestation de ces magistrats de haut rang par la police secrète du pays, a annoncé le président de la Cour suprême. Suivons ici les réactions de certains avocats suite à ces arrestations. The mode of arrest is what everybody's frowning at. La méthode d'arrestation, c'est ça qui a choqué tout le monde. Et ce sont des juges, des membres respectables de notre société. On aurait dû leur donner le bénéfice du doute. Ils auraient dû être les premiers informés et invités par le département d'État. S'ils n'avaient pas répondu, on aurait pu les arrêter. Mais vous n'allez pas arrêter les gens comme ça. Have the benefit of refusing to come, then you can come and arrest.
Toujours sur le continent, un témoin accusé lundi l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, d'avoir distribué des armes. C'était ce lundi lors de la reprise de son procès à Abidjan pour crime contre l'humanité. Commentaire. En raison des vacances judiciaires, Simone Gbagbo, âgée de 67 ans, a fait son entrée dans la salle d'audience quelque peu amaigrie. Son avocat principal, maître Ange-Rodrigue Dadje, la tenant par la main. Au cours de ce procès, un témoin l'a accusé d'avoir distribué des armes et organisé une distribution d'armes à Bobo, un quartier pro-Ouattara, l'actuel président ivoirien. Le même témoin a en outre évoqué une atmosphère de peur et de traumatisme dans son quartier lors de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois dans le pays. Accusation complètement rejetée par maître Rodrigue Dadje, l'avocat principal de Simone Gbagbo. L'accusation peine à nous trouver des témoins qui sont crédibles, qui soient capables de dire ce qu'ils ont effectivement vu et dans ce qu'ils auraient vu, qu'ils puissent avoir des éléments qui accablent Mme Gbagbo. Sinon, nous avons tous les jours des témoins et des récits, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de lien avec Mme Gbagbo. Je suis complètement désolé. Pour ce procès tant attendu qui a fait l'objet de 3 ans d'instruction, ces témoins n'ont jamais été entendus. Mais pour la partie civile et le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, il revient à chaque partie de tirer les conséquences des propos des témoins. C'est tout à fait normal que la défense doute de la qualité de certains témoins. J'aurais été à leur place, peut-être que j'allais dire les mêmes choses. Donc nous n'avons aucun doute. Nous sommes convaincus aujourd'hui que la responsabilité de Mme Gbagbo est incontestable. Ce n'est pas elle-même la défense qui disait au débat que c'était un procès politique. Ce n'est pas elle-même la défense qui disait que le dossier était vide. Mais pourquoi aujourd'hui la défense demande que certains faits soient reconstitués? La défense l'a demandé. Mais c'est quel fait? Les faits de commission de crimes irréprochables à qui? Irréprochables à Simone Gbagbo. Donc il y a une réalité dans le dossier. La cour d'assises d'Abidjan juge depuis le 31 mai Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette crise avait été provoquée par le refus de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle de novembre 2010. Et au Maroc, sans grande surprise, le Premier ministre sortant Abdelila Ben Kiran a été reconduit dans ses fonctions par le roi Mohamed VI après la victoire aux législatives de son parti islamiste aux affaires depuis 2011. Le souverain a reçu Abdelila Ben Karin à son palais de Casablanca. Il l'a nommé Premier ministre et l'a chargé de former un nouveau gouvernement, a annoncé en fin d'après-midi le cabinet royal. Vous avez su que Sa Majesté le Roi m'a nommé à la tête du gouvernement pour essayer de reconstituer ce gouvernement dans les prochains jours qui viennent et je prie Dieu pour qu'il vienne à mon aide dans cette responsabilité encore une fois. Abdelila Ben Karin aura la charge de reconstituer une nouvelle majorité alors que son parti, le PJD, Parti Justice et Développement, et son principal rival, le parti Authenticité Modernité PAM Libéraux, arrivé deuxième, ont exclu toute alliance entre eux. Je suis sous l'émotion de cette décision du roi et je vais entrer en discussion rapidement avec les partis, a-t-il déclaré, se disant optimiste. Bientôt, si Dieu le veut, je vais entrer en contact avec les partis pour voir la possibilité de travailler ensemble. Abdelila Ben Karin était déjà à la tête du gouvernement de coalition depuis 5 ans après la victoire du PJD aux législatives de 2011 organisée dans la foulée d'une révision constitutionnelle menée par Mohamed VI pour calmer le mouvement du 20 février, la version marocaine du printemps arabe. Vendredi, le PJD a obtenu 125 députés contre 102 au PAM sur un total de 395 sièges. La rentrée du nouveau Parlement est prévue vendredi à Rabat. Et en Afrique du Sud, bardées de casques et de protection multicolores, elles sont une dizaine à se frotter les unes aux autres sur une piste en béton bleu, adepte du roller derby, un sport de contact au succès grandissant parmi les femmes sud-africaines. Bébé briseur d'os, mégère rugissante, en termes de pseudonyme, les adeptes du patin à roulettes ne manquent pas d'imagination. Dans la banlieue sud de Johannesburg, ces femmes pratiquent le roller derby, des courses musclées où quasiment tous les coups sont permis pour bloquer l'adversaire. Un entraînement conçu pour mettre en valeur les héroïnes qui sommeillent en elles. Every empowered superhero has a pseudonym. There's something amazing about roller derby. Tous les super-héros ont des pseudonymes.
C'est ce qui est génial avec le roller derby. Vous pouvez être qui vous voulez, une gentille bibliothécaire ou une meurtrière sur la piste. Vous pouvez donner corps à tous vos potentiels, être puissante et incroyable dans la course. Le roller derby n'existe que depuis 4 ans en Afrique du Sud, mais il y a déjà des équipes dans toutes les grandes villes. La Ligue de Johannesburg compte 60 joueuses et 3 formations. Pour la coach Amy Plank, alias Tyran de fer, ce sport attire les femmes parce qu'il leur permet de se désinhiber. Pour moi, c'est une histoire de taille. Je ne suis pas la plus petite. Et quand je faisais des sports collectifs avant, j'étais toujours en défense, toujours à l'arrière. Alors qu'ici, je peux être rapide, je peux être puissante, je peux bloquer des adversaires. Ma taille est une force, un avantage. J'ai l'impression que je peux tout faire sur des rollers, être n'importe qui. Dans tous les sports, les athlètes féminines font souvent face à des attaques sur leur physique. Trop grandes, trop grosses, trop maigres. Les patineuses ont à cœur d'échapper à cette réalité. Le roller derby, c'est des femmes qui sont heureuses dans leur corps. Des femmes qui sont acceptées pour qui elles sont et ce qu'elles sont. Prochain défi pour l'équipe des CIMAX, participer au premier tournoi national sud-africain en novembre. Et elle compte aussi profiter de l'occasion pour recruter des nouvelles joueuses, d'horizons et de couleurs de peau les plus divers possibles. Ayant travaillé à la construction des infrastructures des Jeux et du Mondial au Brésil, une vague de migrants haïtiens abandonne aujourd'hui le géant sud-américain frappé d'une crise économique et politique et part à la recherche du rêve américain. Des milliers d'entre eux attendent de passer la frontière au poste de Tijuana. Reportage. Vilenda, enceinte de 6 mois, prépare la petite Dani avant de la coucher dans ce refuge de Tijuana au Mexique. Elles font partie des milliers d'Haïtiens qui ont voyagé ces derniers mois du Brésil jusqu'ici dans l'espoir de traverser la frontière des États-Unis. Un périple de 3 mois, estimé à $3000. Vilenda a trouvé d'amis en chemin, perdus à la frontière du Nicaragua et du Costa Rica. Elle a réussi à localiser ses parents par téléphone. Ils sont encore au Costa Rica. Alors en attendant de les retrouver, elle continue la route avec la petite fille qu'elle pense âgée de 3 ans. J'ai beaucoup de gens avec moi. Alors les gens font laisser la petite fille. Moi, je n'ai plus de cœur juste pour la laisser. Je l'ai pris. Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, l'essor économique et les facilités d'immigration du Brésil ont poussé beaucoup des survivants à s'y installer. Mais la crise économique et politique que subit le géant d'Amérique latine les pousse désormais à migrer ailleurs. Je n'ai pas réussi à travailler pour payer la maison. C'est difficile pour nous. C'est dur d'aider la famille. L'État mexicain de Basse-Californie a vu le nombre d'Haïtiens qui arrivent ici passer de 30 par semaine il y a quelques mois à 200 par jour ce mois-ci. Ils stagnent ici jusqu'à pouvoir rencontrer les autorités américaines, seules capables de leur ouvrir les portes des États-Unis. Les refuges locaux sont dépassés par la situation. Tijuana est devenu un entonnoir où les gens arrivent, mais peu repartent. Bénéficiant d'aide humanitaire depuis 2010, les Haïtiens ont pu entrer avec un statut spécial aux États-Unis ces dernières années. Mais une réforme du président Obama a récemment changé la donne. Ils sont désormais considérés comme n'importe quel autre migrant sans visa et susceptibles d'être renvoyés dans leur pays. Nous espérons qu'une fois que cette politique sera appliquée, il y aura moins de raisons pour que les gens viennent jusqu'ici. Pour Vilenda et Dami, l'heure est arrivée. Elles traversent la frontière vers les États-Unis. Leur cas doit encore être examiné, mais elles espèrent que cette étape sera la dernière de leur voyage et que la petite fille retrouvera ici sa famille. Fin de cette édition que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, également sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de l'avoir suivi. À demain.